Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par évidemment ce qui se passe en cette fin de semaine, les questions géopolitiques qui s'enflamment à nouveau, les frappes israéliennes en Iran, un mouvement que le marché pouvait un peu attendre parce qu'il y a pas mal de rumeurs depuis 2-3 jours sur à la fois des mouvements de personnel dans certains pays du Golfe, Moyen-Orient, notamment du personnel américain qui ont été à qui on aurait demandé de bouger donc par rapport à une situation potentiellement plus dangereuse dans la zone. On a également eu sur le pétrole des petits mouvements. On a vu que depuis 2-3 jours ça commençait à bouger un petit peu sur le pétrole avec ces fameuses rumeurs, mais effectivement d'autres rumeurs laissaient entendre que ces frappes pourraient intervenir soit le week-end, soit peut-être la semaine prochaine, sans certitude évidemment d'aucune frappe. Donc là, c'est clairement un événement qui était assez inattendu. D'ailleurs, il suffit de regarder la position des marchés actions pour se rendre compte. Il y a encore quelques heures, hier, donc là on est aujourd'hui vendredi, quand j'enregistre ce podcast, il est 16h30. Mais hier, par exemple, les mouvements sur... Donc jeudi sur le SP500 où les indices américains ne laissaient pas entrevoir une quelconque crainte. On disait donc à part simplement un peu le pétrole qui réagissait depuis 2 jours, ou qui bougeait un peu à la hausse depuis 2 jours, mais sinon c'était relativement calme sur les autres types et autres classes d'actifs. Donc c'est l'événement de cette fin de semaine. Qu'est-ce que ça génère au niveau des marchés? Donc on parle de la volatilité notamment. Le VIX, qui est l'indice de mesure de la volatilité du SP500, il évoluait aux alentours de 18 jeudi soir. On l'a vu grimper là en début de matinée, vendredi, aux alentours de 22, donc ce qui veut dire une hausse d'à peu près 20% de la volatilité d'un jour à l'autre. C'est un peu retombé à mi-journée, mais la question c'est effectivement que ça peut encore bouger d'ici ce soir. Là encore une fois, j'enregistre le podcast à 16h30 vendredi. Ça peut tout à fait se couvrir avant un week-end où effectivement les marchés peuvent être légitimement, j'ai envie de dire craintifs, d'une escalade des tensions. Donc on va voir comment ça se termine d'ici ce soir, d'ici vendredi, avec potentiellement donc des gaps à l'ouverture des marchés lundi matin selon l'évolution de la situation. Donc voilà pour la volatilité. Alors est-ce que 22 de volatilité c'est beaucoup? On ne peut pas dire que c'est une panique non plus. La panique, c'est ce qu'on a vu par exemple début avril quand Trump avait annoncé sa politique commerciale et ses tarifs. On était monté à 60 sur la volatilité. Donc une volatilité qui passe de 18 à 22, c'est un stress. C'est pas une panique non plus. Ça, c'est pour le côté un peu rassurant, on va dire, mais l'autre côté, c'est de considérer qu'on est relativement bas en termes de volatilité, en termes de niveau absolu de volatilité. 21, 22 de volatilité, c'est pas un très gros niveau, et donc ça peut aussi laisser penser que si le marché s'inquiète un peu plus, eh bien, il y a quand même de la place pour que la volatilité grimpe, par exemple à 25 ou 30. Dans ce genre de situation, ça n'aurait rien d'exceptionnel, vu les enjeux qu'il y a dans cette zone, et on parle notamment des enjeux en termes de matières premières. On a par exemple le pétrole qui a grimpé de 17% en l'espace de 2 jours et demi, 3 jours. Ça pourrait être pire, mais c'est quand même un rebond des prix du pétrole. Et dans un contexte ces derniers jours où on avait commencé la semaine, rappelons-le, totalement focalisé sur les questions de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine à Londres, et ce, un mois après la réunion de Genève. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est qu'effectivement, les parties ont trouvé une sorte de terrain d'entente, mais qui était le même terrain d'entente que celui qui avait été déterminé à Genève un mois plus tôt, donc laissant entendre qu'il n'y a pas eu de progrès particulier réalisé en l'espace d'un mois, alors même que les marchés financiers, eux, n'ont cessé de grimper finalement entre l'accord annoncé après la réunion de Genève, c'était le 12 mai, et puis là la réunion de Londres. Donc on a une situation où d'un côté la géopolitique se réinvite à la table des marchés. Nous avons un contexte post-négociation de Londres, donc où on a vu que les propos des responsables américains et chinois étaient très mesurés. Personne n'a parlé d'un très grand accord, de l'accord historique, des termes habituels qu'on peut entendre de la part de cette administration. C'est plutôt des termes un peu méfiants qu'on a eu le lendemain ou le jour de l'accord. Par exemple, les États-Unis indiquent, quand on leur demande si la Chine est un partenaire commercial fiable, ils répondent nous verrons. Donc les États-Unis attendent une mise en œuvre très claire de ce qui a été négocié, notamment l'assouplissement des licences d'exportation concernant les terres rares, et la Chine de son côté attend des gestes de la part des États-Unis sur la question des exportations de puces, et là-dessus les Américains ont clairement dit, dans les heures qui ont suivi la fin de cette réunion à Londres, ont clairement dit que les États-Unis n'allaient pas envoyer leurs meilleures puces aux États-Unis, et donc on voit, et la Chine a de son côté laissé entendre que
l'assouplissement sur les licences d'exportation de terres rares serait révisé grosso modo tous les 6 mois, ou que plutôt cette première phase-là aurait une durée de 6 mois. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de confiance évidemment absolue, et personne n'a Donald Trump a revendiqué un accord, mais il l'a fait dans des propos qui ne sont pas excessifs concernant le personnage. On sait qu'il a très souvent tendance à mettre une emphase largement supérieure à la réalité. Or là, après la discussion de Londres, il n'y a pas eu ces propos-là. Trump a parlé d'un accord, mais il n'y a pas eu, et du côté des partis, que ce soit le secrétaire au commerce, que ce soit le secrétaire au trésor ou autre, plusieurs petites phrases ont montré que, voilà, que c'était un accord et que chacun était vraiment sur ses gardes, attendant que l'autre partie aille dans le sens de ce qui était négocié. Mais rappelons qu'on termine quand même avec des taxes douanières pour la Chine, donc sur les marchandises qui entrent aux États-Unis à 55%. Alors c'est une addition de plusieurs types de droits de douane, mais 55% quand même. Et côté marchandises américaines qui rentrent en Chine, elles seront taxées à 10%. Donc on est quand même sur je dirais un peu du lose-lose, c'est-à-dire que certains diront que c'est du win-win, on n'est plus à 140%, mais on est quand même sur des taxes qui restent élevées pour la Chine. Et puis les États-Unis ont fait comprendre qu'il n'y aura pas de nouvelle pause sur les tarifs chinois, et que les taux aussi qui avaient été décidés là, à Londres, qui étaient ceux qui avaient été décidés à Genève finalement, notamment ces 55%, je crois que c'est le secrétaire au commerce Lutnick qui indiquait qu'il n'y aurait pas donc de nouvelles prorogations, que ces taux n'étaient pas prévus pour baisser ensuite. Donc on voit bien que c'est pas une ambiance de fête après ces négociations. À cela s'ajoute donc là, cette fin de semaine, le gros stress géopolitique, et donc on se retrouve avec une situation effectivement pour des marchés qui avaient beaucoup rebondi depuis plusieurs semaines et une volatilité qui était nettement retombée. Et bien on se retrouve face à une situation qui donne pas forcément envie de se réexposer tout de suite. Les marchés ont beaucoup rebondi, les valorisations ont largement grimpé ces dernières semaines pour devenir chères. On peut qualifier le marché allemand de marché cher désormais, le marché actions, idem pour les marchés actions américains. Donc quand vous avez nouvelle crise géopolitique plus post-négociation commerciale États-Unis-Chine, où on a quand même l'impression qu'on s'est serré la main parce qu'il fallait se serrer la main, on sent que l'humeur n'est pas l'accumulation des prises de risque sur le marché. Sachant aussi que du côté des négociations États-Unis-Europe, d'après les sources Bloomberg donc cette semaine, apparemment l'Union européenne aurait besoin d'aller un peu au-delà de la deadline du 9 juillet pour finaliser un accord avec les États-Unis. Et Donald Trump, lui, a rappelé cette semaine qu'il pouvait envoyer des lettres d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, pour fixer aux partenaires commerciaux les taxes commerciales. Grosso modo, ça avance pas assez vite, donc voilà ce que je vous donne, voilà ce que je vous demande comme taxe commerciale, et c'est à prendre ou à laisser. Donc encore une fois, c'est un environnement qui me semble assez peu porteur à court terme. Le petit rebond de la volatilité, mais qui pourrait s'accroître dans les jours qui viennent. Du côté d'autres marchés, qu'est-ce qu'on note? On note que par exemple le taux de 10 ans américain, alors moins en cette fin d'après-midi là où ça rebondit un petit peu, on est remonté à 4,40, mais sinon on est 4,40% donc, et on était descendu dans la zone des 4,30% ces derniers jours. On avait plusieurs jours comme ça de petites baisses des taux américains, et la volatilité, elle a grimpé aujourd'hui, mais vous voyez, hier on était déjà à 18, sachant qu'il y a quelques jours c'était 16. Donc on avait quand même une petite hausse de la volatilité sur les marchés actions US cette semaine, avant que ça s'enflamme à nouveau au Moyen-Orient. Et signe que le marché était déjà dans une phase un petit peu d'observation cette semaine. Les taux américains qui baissaient un petit peu, on avait également donc des marchés actions où la volatilité grimpait un petit peu. C'est le signe qu'il n'y ait pas de volonté de se réexposer plus fortement que ça sur les marchés actions. Donc est-ce qu'on part vers une nouvelle période de hausse de la volatilité? On a quand même pas mal d'éléments qui peuvent le laisser penser. On a des actifs également réactifs au risque. Je pense notamment aux actifs crypto, Bitcoin par exemple. On a vu que le Bitcoin, depuis quelques jours, s'est replié en même temps que les marchés en Europe, actions, ou que les marchés États-Unis ou américains, avec cette volatilité qui est un peu repartie. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, parfois, effectivement, il sert d'actif de couverture contre le risque géopolitique ou autre. Cette fois-ci, on a vu que ce n'était pas le cas. On a vu qu'il a plutôt réagi comme un actif financier, type action, et qu'il s'est plutôt replié donc avec la montée de la volatilité. Donc on a un petit bout comme ça de risk-off. C'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit, là, en cette deuxième partie de semaine, un peu de risk-off, c'est-à-dire on allège un peu partout, sauf le pétrole évidemment qui grimpe dans ce contexte-là. On comprend pas finalement pourquoi avec l'Iran, tout ce qui est des trois d'Ormuz, etc., le passage des bateaux, des pétroliers, mais
Si vous prenez par exemple d'autres métaux qui eux sont plus, enfin d'autres matières premières qui sont plus sensibles à la croissance mondiale, je pense au cuivre notamment, qui est un proxy par rapport à la Chine et à la croissance mondiale en termes de demande de métaux industriels, mais on a vu que là depuis 2-3 jours, les cours du cuivre repartaient à la baisse. Donc vous voyez, ça accompagne un petit peu la détente qu'on avait eue, je dis avant cet après-midi, là où les taux remontent un petit peu côté US cet après-midi, mais avant cela c'était quand même plutôt une baisse des taux, un peu de repli des marchés actions et des cryptos qui baissent aussi un petit peu et des matières premières qui sont sensibles à la croissance mondiale plutôt réservées à la baisse, notamment les métaux industriels. Donc un peu de ce sentiment qui prédomine en cette fin de semaine. On a aussi des statistiques américaines cette semaine, pas mal d'entre elles sont sorties, sauf l'inflation, mais pas mal sont sortis en dessous des attentes. Je pense notamment, sont sortis dans des zones qui ne sont pas forcément extraordinaires. Je pense aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça fait la deuxième semaine désormais qu'on a 248 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors, dit comme ça peut paraître beaucoup. La zone qui est plutôt faible, c'était 200-220 000. Ça, c'est une zone normalement qui ne génère pas d'attention particulière. Quand on rebondit, qu'on va à 248 000, c'est une zone qu'on avait vue la dernière fois en octobre dernier. Voilà, donc c'est pas non plus dramatique comme niveau d'inscription hebdomadaire au chômage, mais il y a quand même un momentum depuis maintenant 3 semaines de rebond des inscriptions au chômage. Donc vous voyez où on re-questionne à nouveau la question de la dynamique macro-américaine dans un environnement où les taux sont restés élevés, où la Fed ne baisse toujours pas les taux. Je dirais que la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que l'inflation l'inflation CPI qui a été publiée aux États-Unis est ressortie un petit peu en dessous des attentes. Mais on attendait 2,9 sur l'inflation core CPI, donc l'inflation sous-jacente, hors alimentation, hors énergie. On a eu 2,8. Donc c'est un petit peu en dessous du consensus, mais 2,8 en revanche, c'était le même niveau d'inflation que le mois précédent. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de progrès vers l'objectif de 2%, mais on n'a pas eu le 0,1 de plus, jusqu'à 2,9 que le consensus attendait. Donc le marché s'est satisfait de ça. Pour autant, on a toujours du mal à s'installer pour l'instant dans l'idée qu'il n'y aura pas d'effet inflationniste des mesures commerciales. Et la question c'est est-ce que ces derniers chiffres d'inflation, est-ce qu'ils sont révélateurs d'une tendance dans les prochains mois, c'est-à-dire pas d'inquiétude particulière sur l'inflation, ou est-ce que ce sont les derniers chiffres à peu près normaux avant que éventuellement les effets des hausses de prix et taxes commerciales ou autres se fassent sentir. Donc pour le marché, ça a été un effet assez bref. Il s'est satisfait effectivement de ces chiffres un peu plus faibles d'inflation que prévu, mais on a un rallye qui a suivi derrière, qui était de quelques dizaines de points sur le SP500 et qui ne s'est pas beaucoup prolongé, qui est même un peu retombé après. Donc voilà, on a ce contexte-là aux États-Unis. Qui donne pas forcément envie d'aller chercher plus de risques actuellement sur les marchés. Voilà ce que nous pouvions dire donc sur le gros. Je regarde juste si je n'ai pas oublié de vous parler de quelque chose. Si, dernière chose, c'est la Banque mondiale qui a révisé, comme d'autres l'ont fait avant, comme l'OCDE l'a fait avant notamment, qui est la Banque mondiale qui a révisé ses prévisions de croissance mondiale, qui a révisé à la baisse donc ses prévisions de croissance mondiale, qui a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial également, et qui a fortement révisé aussi la perspective de croissance américaine. Elle l'a dégradée de 2,3% à 1,4%. Donc c'est quand même une dégradation assez sensible. On termine rapidement avec le programme de la semaine prochaine. Lundi, donc une journée focalisée sur la Chine avec, comme on l'attend une fois par mois, ces chiffres importants sur la production industrielle, sur les ventes au détail, sur tout ce qui est dynamique, donc tout ce qui est investissement dans l'immobilier, notamment tout ce qui est urbain. Voilà, donc on aura toutes ces données sur la Chine, toujours important de mesurer ça, voir comment la Chine navigue dans ce contexte commercial très instable. Mardi, on aura la décision de la Banque du Japon. Importante à suivre cette décision, parce que un des thèmes des dernières semaines, c'était la très très grosse remontée, des derniers mois, mais ça s'est accentué ces dernières semaines, la grosse remontée des taux au Japon, et donc on va un petit peu écouter la Banque du Japon pour savoir ce qu'elle a à dire par rapport à ces taux, est-ce que ça l'inquiète ou pas, parce qu'on rappelle que la Banque du Japon a levé le pied il y a depuis déjà plusieurs mois maintenant sur ses achats d'obligations souveraines. Elle a décidé même de réduire un petit peu sa détention dans son bilan de ses obligations, donc mécaniquement on a vu des mouvements sur le marché obligataire japonais, de tension à nouveau sur les taux, en parallèle aussi d'une inflation et d'une progression de salaire. Donc tout n'est pas lié qu'à la Banque du Japon. Il y a aussi une inflation à plus de 3% au Japon actuellement, des salaires qui progressent à plus de 4%. Donc les taux se redressent aussi parce qu'il y a ces questions monétaires, salariales ou autres. Mais évidemment que l'action de la Banque du Japon, qui est beaucoup moins présente dans ce marché obligataire japonais, voilà. Donc on va écouter cette Banque du Japon, ce qu'elle aura à dire mardi par rapport à ça. On aura également le climat des affaires, le sentiment économique, l'indice ZEW, donc ZEW, l'indice donc du sentiment économique en Allemagne. On aura également les ventes au détail
aux États-Unis. Ça, vente au détail aux États-Unis sera mardi après-midi, donc c'est une journée importante. Voir où on est le consommateur dans son appétit de consommation. Production industrielle, on aura également mardi pour les États-Unis. Mercredi, on aura des chiffres d'inflation au Royaume-Uni le matin, des statistiques immobilières aux États-Unis, et puis le soir, la réunion attendue de la Réserve fédérale. Jeudi, on aura la réunion de la Banque centrale suisse et de la Banque d'Angleterre, donc de la BNS et de la Banque d'Angleterre. Et on finira vendredi par les ventes au détail au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs en zone euro, et également des chiffres sur la consommation au Canada. Pourquoi ça nous intéresse le Canada? C'est le pays voisin des États-Unis, et donc la dynamique économique au Canada est également à surveiller dans un contexte où il n'y a toujours pas d'accord non plus de ce côté-là trouvé entre le Canada et les États-Unis. Donc voir un petit peu comment le consommateur là aussi navigue dans cette période d'incertitude sur les taxes commerciales qui reste forte entre les États-Unis et le Canada. A tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.